Bien, alors on peut reprendre. Disons que la transition avec les propos de Madame Safatian est assez facile à faire, puisque on va à présent observer, analyser les résultats auxquels a conduit l'analyse des arrêts d'appel relatifs aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l'introduction du barème dit Macron. L'étude a été menée donc par Camille Signoretto, maître de conférence en économie à l'université de Paris-Cité, chercheuse au sein du laboratoire Dynamique sociale et recomposition des espaces, et par Raphaël Dalmasso, maître de conférence en droit ici à l'IAE de Nancy, membre de l'Institut François Génie, au sein duquel il anime, je tiens à le dire avec énergie et courage, l'axe droit social. Voilà, c'est à vous pour 25-30 minutes de présentation. Mais on va essayer d'être rapide. Donc, merci à tous les intervenants d'être venus. Ça me touche beaucoup d'avoir tous ces intervenants aujourd'hui. Donc là, la présentation qu'on va vous faire est quelque chose qui est déjà connu, à la différence de ce qu'on vous présentera cet après-midi, qui est vraiment encore sous embargo. Donc, ça sera la première fois qu'on parlera de nos recherches cet après-midi. Donc là, ça sera vraiment une grande exclusivité. Tandis que cette évaluation sur les barèmes d'indemnité est déjà paru dans droit social, et donc on remercie encore vivement Christophe Radet d'avoir accepté de nous publier très très rapidement en février dernier, justement avant le rendu des arrêts de mai 2022, et également il y avait Françoise Champeau qui avait fait de la pub pour notre étude déjà l'an dernier. Donc ça, voilà, on avait été très touchés de voir qu'on pouvait avoir déjà pas mal d'impact à peine cette étude à peine rendue. Alors cette étude, c'est une étude collective, on est deux à vous la présenter, Camille et moi, mais c'est une étude qui a été menée avec 6 juristes, 2 économistes et 3 postdocs, donc parce que effectivement ça nécessitait de lire plusieurs centaines d'arrêts, donc voilà, c'est une étude qui est nécessairement collective, donc on n'est que 2 à la présenter, mais on représente toute une équipe, et notamment je suis content qu'il y ait Pascal et Agnès Etienneau qui soient parmi nous, parce que ça a été parmi les chevilles ouvrières les plus fidèles, et ça a été une étude je suis content qu'on soit tous là aujourd'hui sans Covid, parce qu'on a mené cette étude chacun derrière notre ordinateur chez soi, quoi. Donc on était en fait tous très séparés physiquement les uns des autres, et donc ça fait plaisir aussi de se revoir physiquement. Voilà, donc je vais parler assez rapidement de comment on a procédé. Donc la demande de France Stratégie à l'origine était de travailler sur des jugements de conseil de prud'homme, et très rapidement on a dit que c'était pas possible, que c'était vraiment compliqué. On s'était renseigné auprès de certains conseils de prud'homme, certains avaient été plus conciliants que d'autres, étaient éventuellement ouverts à nous donner quelques jugements, mais voilà, ça aurait pas pu faire une étude de bonne qualité, parce qu'il n'y a pas vraiment de base de données exhaustive pour l'instant, dans l'attente de l'open data, mais pour l'instant il n'y a pas de base de données exhaustive de jugement des conseils de prud'homme. Et donc assez rapidement, ce qu'on avait proposé à nos financeurs, à savoir la DARES et France Stratégie, c'est de travailler sur la base qui vous a été exposée tout à l'heure par Madame Safatian, qui est la base Jurica, qui est, alors nous, qu'on a qualifié de base exhaustive, donc elle ne l'est pas visiblement, mais qui est la plus exhaustive que l'on puisse trouver. Voilà, c'est ça, voilà, c'est qu'on peut pas faire mieux. Donc la perfection n'existe pas, mais en tout cas c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Et donc c'est pour ça que parallèlement à à ce contrat avec DARES et France Stratégie, on a signé une convention avec la Cour de cassation. Et donc l'idée, c'était d'avoir effectivement un maximum d'arrêts de cour d'appel pour pouvoir voir en pratique comment les juges ont pris en considération la barémisation, pour prendre ce terme-là qui est aujourd'hui reconnu, mais qui n'est pas le vrai terme, parce que c'est pas vraiment un barème, c'est une fourchette, c'est une indemnisation, mais pour voir comment effectivement les juges du fond, ceux de conseil des prud'hommes et ceux de cour d'appel, appliquent la réforme de 2017 sur les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors l'intérêt de la base Jurica, c'est qu'il y a quand même un fort taux d'appel. On est de l'ordre de 62% d'appel, donc du coup, certes, on n'a pas tout le contentieux, on en perd quand même une large partie, mais
on peut quand même considérer que c'est relativement représentatif. Et le fait d'avoir un arrêt d'appel permet quand même d'avoir, la plupart du temps, la décision du Conseil de prud'homme qui est intégrée dans l'arrêt d'appel. Par contre, nous, on s'est fait des frayeurs quand on a commencé à travailler là-dessus, parce qu'on a signé le contrat en 2020, il fallait le rendre en 2022, et quand on a commencé à faire des extractions de cours d'appel, eh bien, on n'avait pas encore les ordonnances de 2007 qui s'appliquaient, parce que ça ne s'applique qu'à partir des licenciements qui ont été notifiés le 22 septembre 2017. Donc, il y en avait encore dans les cours d'appel, la plupart du temps, des licenciements qui avaient été notifiés avant le 22 septembre 2017, donc qui appliquaient l'ancien droit. Mais c'était quand même intéressant parce que l'idée qu'on avait déjà dès le début était de comparer de toute façon l'ancien droit et le nouveau droit, donc de voir effectivement s'il y a eu des modifications dans le calcul des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse entre l'ancien droit et le nouveau droit. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec le SDER pour avoir des arrêts. Alors après, il faut réfléchir quels sont les arrêts qu'on sélectionne. Là-dessus, on a une divergence par rapport à l'équipe de Grenoble, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir travaillé dessus. Il y a une équipe d'anciens chercheurs de Grenoble qui a travaillé dessus. Eux, ils avaient fonctionné par phrase, licenciement sans cause réelle et sérieuse. Nous, on a été plus simple et à mon avis plus efficace. Heureusement, on avait des articles du Code du travail qui concernaient spécifiquement l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui étaient 12.25.3, 12.25.3.1, 12.35.3, 12.35.3.1, 12.35.5. On n'a pas mis le L et le point devant parce que là c'était un coup à en perdre beaucoup. On a juste gardé ce bloc là et là on avait, c'était assez magique, tous les arrêts qui étaient de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui apparaissaient. Donc moi j'avais pu faire juste avant le Covid un tour au SDER où j'avais travaillé sur la base. J'ai vu la base Jurica une fois derrière l'ordinateur. Ensuite après effectivement c'est vous qui aviez fait les extractions et ça permet effectivement d'avoir tous les arrêts qui ont parlé du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc à partir de ça, il y a eu un gros travail qui a été fait de lecture des arrêts. Donc on a fait un peu des allers-retours, on a lu les arrêts, on a commencé à ce qu'on a appelé les coder. Alors je sais que c'est pas un terme qui est exact, les économistes ne sont pas forcément d'accord sur ce terme-là, c'est le terme qu'on utilise nous en droit peut-être. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre le maximum d'informations possibles sur ces arrêts. Donc on avait des centaines de colonnes, on a fait un gros document Excel avec des centaines de colonnes et on a essayé de coder le maximum d'informations, l'âge du salarié, la section du Conseil de prud'homme, la structure de société de l'entreprise, etc., etc. Et donc, on a essayé effectivement de coder toutes ces informations-là pour avoir effectivement le maximum de comparaison possible entre la période avant Covid et la période avant barème et la période après barème. Et heureusement, donc on a fait des premières interrogations en 2020, donc on avait plutôt des arrêts qui appliquaient l'ancien droit. Et heureusement, début 2021, donc on commençait vraiment à avoir chaud, il y a eu un basculement partiel du contentieux dans la période post-barème. Et donc, on a pu avoir vraiment suffisamment d'arrêts d'appel qui ont appliqué les ordonnances de 2017. Donc, on en a moins, on a une première base d'arrêts qui est d'une centaine d'arrêts et la deuxième base qui est inférieure. Mais ça permet quand même, effectivement, d'avoir des éléments de comparaison et de voir effectivement les changements qui ont pu s'opérer au niveau de l'indemnisation entre la période avant barème obligatoire, je ne reprends pas ce qu'a dit Evelyne sur les barèmes facultatifs, et la période postérieure au licenciement notifié le 22 septembre 2017. Donc je vais laisser Camille effectivement présenter ces premiers éléments. Je vais juste dire un truc, vous allez voir des points, et chaque point a représenté entre 3 quarts d'heure et 1 heure de travail, quoi. Donc imaginez tout ce que ça a pu faire, et notamment Pascal et Agnès, ont été beaucoup, on a beaucoup lu, enfin on en a tous beaucoup lu. D'ailleurs, on a vraiment mangé des arrêts d'appel pendant pas mal de mois. Quel bonheur. Oui. Alors, merci du coup Raphaël, je reprends la main. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est d'abord une analyse des arrêts anté-barème, donc avant, avec l'ancien droit qui s'applique. Pourquoi l'intérêt de cette étape? C'est aussi de comparer justement avec, en gros, je dis 2 parce que... Bon, il y en a peut-être 3, mais bon, on va dire c'est les 2 principales recherches qui ont été menées aussi sur la question. Donc, une qui a été dirigée par l'équipe de droit social par Monsieur Géry Vernière, et l'autre par une équipe d'économistes du droit, et dont il y a Cécile Bourreau-Dubois qui est ici également, donc on peut aussi en discuter. Et on s'est pas mal basé sur ces études, même au niveau de
de la méthode et pour faire ensuite les statistiques. Donc en moyenne, avant la mise en place du barème, dans notre échantillon d'environ 200 arrêts, on avait les salariés quand ils gagnaient l'appel, donc quand leur licenciement était prononcé comme sans cause réelle et sérieuse, ils obtenaient environ 7,9 mois de salaire brut. Et en médiane, un petit peu moins, 6,5 mois. Donc en gros, 50% des salariés qui gagnaient 6,5 mois de salaire, au-dessus de 6,5 mois de salaire, et 50% gagnaient en dessous. Bien évidemment, alors donc ces chiffres ça nous a rassurés parce qu'ils étaient assez proches des deux études que j'ai mentionnées précédemment, alors même qu'on pouvait avoir un échantillon d'individus qui étaient différents, et puis forcément du coup des arrêts complètement différents, une période également différente. Donc ça nous a quand même rassuré sur le fait, on avait des moyennes, des médianes qui étaient assez proches. Bien évidemment, on voyait déjà certaines variables, donc caractéristiques, taille de l'entreprise, ancienneté, aussi âge et sexe, en sachant que l'âge, on n'a pas toujours l'information, donc il est compliqué de faire des statistiques, mais bon, sur l'information qu'on avait, on voyait bien qu'il y avait une variation des montants moyens et médians par rapport à ces variables dans le sens attendu. Les montants augmentés avec la taille de l'entreprise, avec l'ancienneté et avec l'âge. Avec le sexe, c'est toujours un peu plus compliqué. À un moment donné, on avait les femmes qui avaient un peu plus. Ensuite, c'était les hommes. Bon, le problème du sexe, c'est que ça dépendait surtout des conditions d'emploi en fait sur lesquelles ils sont. Donc, deux graphiques suivants. Donc, les fameux points dont parlait Raphaël. Donc, comment on lit ce graphique? Donc, chaque point est un arrêt de cour d'appel, et on a du coup croisé l'ancienneté qui est en abscisse et les indemnités de licenciement en mois de salaire, pour prendre en compte le fait que les salariés peuvent avoir des salaires différents. On a rajouté donc deux traits qui sont en jaune pointillé. Pourquoi? Parce que là on est avant 2017, donc on a le plancher de 6 mois qui existait pour les salariés qui avaient au moins 2 ans d'ancienneté, c'est l'autre barre, et qui étaient dans des entreprises de 11 salariés et plus. Et la couleur des points représente la taille de l'entreprise. Donc on ne peut avoir qu'une distinction entre moins de 11 salariés et 11 salariés et plus. Donc l'enseignement principal de ce graphique, c'est on voit bien d'une part l'effet du plancher de 6 mois, notamment à 2 ans d'ancienneté, parce qu'on voit bien que en dessous de 2 ans d'ancienneté, ils ont tous des indemnités qui sont inférieures à 6 mois et qui sont même entre 2 et 4 mois ou 1 et 4 mois. Et puis on voit quand même une augmentation des indemnités par rapport à l'ancienneté. Quand même une relation croissante, mais il y a quand même un certain nombre de points qui sont autour de ce plancher de 6 mois. Il y a quand même une concentration là autour de ce plancher de 6 mois. Alors ce qu'on a fait ensuite, deuxième graphique, c'est une application fictive, donc fictive bien évidemment, puisque les cas changent et tout est différent, mais pour essayer de voir un petit peu quel aurait pu être l'effet du barème si c'était appliqué à ces affaires. Et ce qu'on voit, en fait, c'est quand même une grande majorité. De toute façon, la grande majorité des indemnités sont supérieures au plancher. Donc, la ligne bleue claire en bas et la ligne en pointillé pour les entreprises dont le salarié est moins jusqu'à 11 ans d'ancienneté. Et ensuite, ça on va dire, partage entre, en gros, 45% des indemnités qui sont dans la fourchette, plancher-plafond, et puis on a 55%, donc la majorité, des indemnités qui étaient supérieures au plafond tel qu'il existe aujourd'hui. Donc là, on s'est déjà dit, il risque, dans l'étude après, puisqu'on n'avait pas encore les arrêts qui appliquaient le barème, on s'est dit, il va y avoir un effet probablement comme assez important, puisque là, ça voudrait dire que 55% des salariés qui ont gagné ces indemnités perdraient aujourd'hui avec le plafond.
Ah, j'avais oublié que j'avais mis des petites bulles, c'est pas grave. Alors, arrivons donc à la seconde analyse pour les arrêts qui appliquent le barème. Le premier résultat, c'est que, bien qu'on entendait parler quand même assez souvent des conseils de prud'homme et des cours d'appel qui comment dire, n'essayer de ne pas appliquer le barème, en grande majorité, dans les arrêts qu'on avait, le barème était appliqué. Donc 87% des indemnités se trouvaient... Ah oui, donc les résultats, pardon, excusez-moi. Le principal résultat, c'est on trouve une grande majorité qui se trouve dans la fourchette du barème, 87%. On a en fait 9 arrêts, 10% qui se trouvent au-dessus du barème. Donc Raphaël était un peu allé les regarder. C'était des cas très différents, très hétérogènes. On pourra revenir dans la discussion. Et 3 arrêts qui se retrouvaient inférieurs au plancher. Donc, en conformité vraiment avec le barème, le précédent droit n'est plus appliqué et surtout, on voit plus cet effet d'indemnité de plancher de 6 mois pour les salariés qui avaient plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés ou plus. Ce qu'on voit en fait, et ce qu'on va voir plutôt avec les graphiques et le tableau ensuite, c'est surtout le maximum, le montant maximum en euros, était moins élevé après 2017 plutôt qu'avant, et la médiane était plus proche, mais en euros, en montant en euros, les moyennes restent assez proches. Bien sûr, on avait des différences d'échantillons, donc il faut plutôt raisonner en mois de salaire. Et donc voici le même graphique que précédemment, mais cette fois pour les arrêts qui appliquent donc effectivement le barème. Donc on voit bien la majorité des points se trouvent dans la fourchette. Ce qui était important, c'est, on l'a rappelé ce matin, c'était pas forcément l'objectif du législateur n'était pas de baisser les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'objectif, c'était de rendre plus prévisible cette partie du coût potentiel du licenciement et donc de diminuer en fait la variabilité des indemnités et vraiment, c'était l'exemple, éviter que pour reprendre, voilà, souvent c'était le petit employeur, un petit employeur puisse payer tout d'un coup 25 mois de salaire à un salarié. Donc il ne faut pas seulement regarder la moyenne, les médianes, mais il faut regarder aussi toute la distribution et surtout regarder la distribution, c'est ce qu'on a fait ensuite, par ancienneté des salariés et également par taille. Là, on n'a pas le temps de le présenter, donc je vais passer plutôt sur l'ancienneté des salariés, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, comment lire ce tableau avec plein de chiffres? J'ai mis des codes couleurs pour simplifier les choses. En gros, c'est simple, ce qui est en rouge, c'est lorsque ça baisse. Donc, on a les salariés qui avaient moins de 2 ans d'ancienneté, entre 2 ans et 5 ans, entre 5 ans et 10 ans, et plus de 10 ans. Et vous voyez à chaque fois, pour chaque indicateur, moyenne, médiane, le minimum, le maximum, tout ça en mois de salaire, le premier quartile, donc les 25% de la distribution, et le troisième quartile. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui baisse, entre avant et après. Donc on voit bien que la plupart, ça baisse. Mais il y a quand même des petites exceptions. D'abord, le minimum perçu par les salariés augmente pour les petites anciennetés inférieures à 2 ans. C'était l'un des arguments d'ailleurs qui avait été donné pour au moins les salariés qui ont une faible ancienneté auront un minimum. C'est passé de 0,4 mois de salaire, donc c'est bien 0,4 mois de salaire, à 0,6 mois de salaire. Mais bizarrement, ça a aussi augmenté en fait pour les plus de 10 ans. Les salariés plus âgés. Ça, c'était pas forcément voulu par le législateur. Et là, on est passé quand même de 0,2 à 2,2, une hausse bien plus importante que pour les petites anciennetés. Et ensuite, bon, voilà, il y a une petite stabilisation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est du coup les indicateurs de dispersion, donc des choses moins connues, on va dire, que la moyenne et les médianes. Donc on a l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum.
Donc on voit bien que c'est vraiment dans quelle fourchette on peut avoir des indemnités moyennes. Et là, vous voyez, pour les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté, la baisse de l'étendue est énorme, puisqu'il n'y avait pas du tout de plafond. Même si on avait une faible ancienneté, si le cas était vraiment particulier, le juge pouvait donner 20-25 mois. On a eu un cas d'ailleurs, 25 mois d'ancienneté. Maintenant, il y a le plafond, donc la possibilité qu'une indemnité aille entre un minimum et un maximum est passée de 27 mois de salaire à 2 mois de salaire. Donc là, pour les petites anciennetés, il est clair que la variabilité a largement baissé. Mais c'est le cas en fait pour toutes les anciennetés, d'accord ? Entre 2 et 5 ans, pareil, on passe de 14 à 6, donc on divise par 2. Donc au niveau de l'étendue, donc la variabilité en termes de minimum et maximum, le barème joue son jeu et respecte l'objectif que les législateurs s'étaient fixé. Donc on peut regarder aussi en interquartile et quartile, je passe. Mais on a quand même donc les 2 derniers qui sont des indicateurs moins connus, coefficient de variation et coefficient interquartile relatif. En fait, c'est juste des indicateurs de dispersion qu'on appelle relative. C'est pour prendre en compte le fait que la moyenne a bougé entre avant et après. Et notamment, la moyenne a diminué. Et sachant que la moyenne a diminué, on va calculer pareil, un écart, mais prenant en compte que cette moyenne a diminué. Et là, les indicateurs, en fait, sont un petit peu plus mitigés, puisque pour les entre 2 et 5 ans d'ancienneté, il y a des coefficients là, de 0,4 à 0,6, 0,2 à 0,8 qui augmentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est bizarrement pour ces anciennetés, avant, c'était le graphique que j'avais montré, on voyait quand même pas mal d'indemnités qui étaient autour de ce plancher de 6 mois. Et on voit bien que le premier quartile et le troisième quartile, 25 et 75%, je ne sais pas si on voit, non, on ne voit pas ma flèche, étaient entre 6 et 7 mois. Donc en fait, il y avait vraiment beaucoup, des 50% qui étaient entre 6 et 7 mois. Et là maintenant, en fait, il y a une étendue un peu plus grande. Donc d'où le fait que l'étendue est un petit peu plus grande, mais dans une moyenne plus faible. Et voilà, donc on peut se dire... On sait maintenant, en gros, que si on est employeur, on va devoir donner entre 2 et 4 mois d'ancienneté, alors qu'avant, on savait que c'était entre 6 et 7 mois. L'étendue a un petit peu augmenté, mais sur des valeurs bien plus faibles. Et je repasse la parole à Raphaël. Voilà, donc après cette première analyse globale de comparaison de tous les arrêts ensemble, Camille a eu l'idée, c'est toi qui l'avais eu l'idée, de reprendre des cas particuliers, parce que l'intuition qu'on a eue, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement le barème ne s'applique pas de la même manière suivant certaines typologies de salariés. Et donc on a essayé de déterminer certains cas types, certains salariés types, et de voir effectivement plus précisément, en fonction de certaines caractéristiques, combien ont gagné des salariés licenciés après le 22 septembre 2017 et combien auraient-ils gagné avant, avec donc à peu près les mêmes caractéristiques. Donc on a isolé des critères, le sexe, la taille de l'entreprise, le caractère non nul de licenciement, on est dans un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire et l'ancienneté, c'est particulièrement important. Et donc là, on va voir qu'effectivement, notamment suivant l'ancienneté du salarié, effectivement, il va y avoir une application beaucoup moins forte du barème sur les salariés, ou plus exactement, effectivement, les salariés, il va y avoir des petits perdants, ou voire des gens un peu neutres qui vont pas perdre grand-chose, et il va y avoir des grands perdants. Et donc c'est ça, je pense, ce qu'on a vraiment voulu dire prioritairement dans notre étude, c'est que cette loi n'est
n'a pas le même effet sur tout le monde, et il y a certains salariés sur lesquels elle a beaucoup plus d'effets négatifs, notamment dans la perte de l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc je vais commencer par effectivement peut-être le plus grand perdant, c'est donc un exemple, un homme. Alors là, tous les exemples qu'on a, ce sont des hommes, mais dans notre recherche, on a des femmes aussi. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas été à regarder que les hommes, mais là, ceux qui étaient vraiment très caractéristiques, c'était ceux qu'on vous montre là. Donc premier exemple, un homme, 2 ans d'ancienneté, dans une entreprise de 11 salariés et plus, avec un salaire relativement faible, entre 2100 et 2800 euros brut. On compte dans du brut. Donc là, on voit effectivement le dernier arrêt, le bas de la ligne, c'est l'arrêt de 2021. C'est l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers de 2021, post-barème. C'est-à-dire que là, il applique effectivement la nouvelle loi, les nouvelles ordonnances Macron. Que voit-on? ILSCRS, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Combien gagne-t-il? 1,63 mois de salaire en application du barème. Et on voit effectivement les 4 premiers, Cour d'appel de Paris, Dijon, Rennes et Amiens. De 2019 ou de 2020, on avait fait plusieurs tirages. Et donc, ils ont tous effectivement, encore une fois, à peu près le même salaire, entre 2100 et 2800 euros. Et on a effectivement 3 cas qui touchent le plancher, 6 mois de salaire, soit entre 13 000 et 16 700 euros. Et puis même, on a un cas qui touche 13,85 mois de salaire, le pactole, 30 000 euros. Donc là, on voit une énorme différence entre notre salarié de 2021, qui va être plafonné à 4 000 euros, et le salarié de 2019, qui gagnait la même chose, qui gagne 30 000 euros. Donc là, c'est un exemple peut-être le plus caractéristique, le plus énorme, qui montre la perte d'indemnisation pour ce salarié de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus. Donc là, ce premier exemple est le plus violent, c'est le plus grand perdant. C'est vraiment celui qui perd le plus entre l'ancien et le nouveau droit. Alors, on continue un petit peu dans l'ancienneté. Toujours un homme, 4 ans d'ancienneté, un peu plus longue ancienneté, et là, ce coup-ci, un haut salaire. Enfin, moi, je considère ça comme des hauts salaires, je sais pas vous, entre 4 000 et 8 200 euros. Donc, encore une fois, la ligne la plus basse, un cour d'appel de Nancy, un arrêt de 2021, donc qui touche 3,16 mois de salaire, soit avec ce qu'il gagnait, 15 931 euros. Et on voit effectivement les 5 autres cas, ils ont minimum 6 mois de salaire, voire 7,92 mois de salaire, donc ils vont toucher entre 30 000 et 65 000 euros. Donc là également, donc là c'est déjà moins grave que le cas précédent, ils gagnent quand même 15 000 euros, ça vaut peut-être quand même déjà le coup d'aller en justice, mais ils gagnent beaucoup d'argent aussi, et ça peut aller jusqu'à 65 000 euros. Donc là on voit quand même que le salarié de licencié à fin 2017 est perdant par rapport à celui qui a pu être licencié début 2017, parce que là on est des gens qui ont été licenciés quasiment à la même période, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est ça, la césure elle a été violente pour les salariés qui ont été concernés. Là, on est dans des licenciements effectivement qui sont relativement rapprochés. Donc on continue, 6 ans d'ancienneté, là un salaire de nouveau pas très élevé, entre 2100 et 2800, encore un homme, dans une entreprise dont le salarié est plus encore, et là on voit qu'à partir de 6 ans d'ancienneté, l'effet de la barémisation, de la fourchette est moins violent. Il gagne 6 mois de salaire, soit 16 500 euros, la cour d'appel de Chambéry, tandis que les autres gagnent entre 6,40 et 10 mois de salaire, donc entre 17 000 et 30 000 euros. Donc vous voyez que là, il reste perdant, mais quand même beaucoup moins perdant. Et le dernier cas, c'était le dernier, parce que j'en ai supprimé. Donc, mais vous voyez que là, effectivement, on est plus on avance dans l'ancienneté, finalement, moins on est perdant. Et donc là, c'est quand même un élément, je pense, qui est moteur dans l'évaluation qu'on peut avoir de ces indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est qu'on a effectivement un cas vraiment problématique qu'on isole, c'est le salarié ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, qui est vraiment celui qui perd le plus. Et donc ça rapproche ce qu'avaient les études qu'avait fait Evelyne précédemment, et on les alimente et on les confirme. Finalement, c'est l'idée d'une gentrification, je sais pas si on peut dire comme ça, du contentieux, à savoir que qui a intérêt financier à agir en justice? Les salariés qui gagnent beaucoup d'argent et surtout ceux qui ont beaucoup d'ancienneté. Et donc le salarié à faible ancienneté, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, encore une fois, Evelyne l'avait déjà dit tout à l'heure, a de moins en moins, voire pas d'intérêt du tout d'aller en justice, quoi. Si c'est pour gagner 1,63 mois de salaire, à quoi ça sert de prendre un avocat et d'aller dans le conseil des prud'hommes, même si on gagne un haut salaire. Donc voilà c'est ce qu'on a pu dire sur cette étude. Merci.